Les poissons migrateurs sont des espèces exceptionnelles, dotées de pouvoirs uniques. De toutes les espèces de poissons, elles sont les seules capables de passer de l'eau douce à l'eau de mer et de parcourir parfois des milliers de kilomètres pour trouver leur lieu de reproduction. Chefs-d'œuvre de millions d'années d'évolution, ces poissons sont aujourd'hui menacés de disparition, menacés d'un plus jamais. La France, par sa position avancée dans l'Atlantique, a un rôle fondamental à jouer dans leur conservation. Les fédérations de pêche et les associations de sauvegarde des migrateurs agissent ainsi autour de nos grands fleuves pour sauver saumons, anguilles, aloses, lamproies et esturgeons. Finalement, ils mettent leur force dans une seule reproduction. C'est vraiment des combattants de la vie, c'est des exemples fantastiques d'espèces qui veulent aller jusqu'au bout pour pouvoir perpétuer leur espèce et transmettre leurs gènes. Protéger les poissons migrateurs, mais c'est sauver et sauvegarder l'ensemble des espèces piscicoles. Je veux dire, il faut voir ça d'une manière très globale aujourd'hui. Toutes les actions que nous menons pour la sauvegarde de ces poissons migrateurs amphihalins concernent aussi, à quelque part, l'ensemble des populations piscicoles sur notre territoire. Donc effectivement, préserver les poissons migrateurs, c'est préserver l'avenir de nos rivières, c'est préserver l'avenir de la gestion de la ressource en eau, c'est préserver l'avenir de la biodiversité dans nos rivières, mais au-delà des rivières. Le barrage de Vichy est l'un des multiples obstacles qui ralentit le retour du saumon de l'Allier, le plus formidable saumon au monde. Le seul capable, après plusieurs années en mer, de remonter 800 km d'eau douce pour retrouver sa rivière natale. La passe à poissons aménagée lui permet de franchir l'obstacle, même s'il y perd du temps. Effectivement, même si le saumon est un poisson assez sportif, il est en incapacité de sauter une hauteur de plus de 1 mètre, c'est complètement impossible. Donc le dispositif de passe à poissons, l'objectif c'est de faire passer de l'aval de l'ouvrage vers l'amont de l'ouvrage en l'amenant en fait progressivement, bassin après bassin. Et donc pour l'inciter à trouver cette entrée-là, ce que l'on fait, c'est que l'on met ce qu'on appelle un débit d'attrait, c'est-à-dire c'est un jet d'eau assez fort et qui, comme ce poisson recherche en fait le contre-courant, va attirer le poisson vers l'entrée du dispositif. Quand il passe, on le voit tranquillement évoluer et passer, ça met du temps parce que c'est pas naturel. Ça peut aller jusqu'à plusieurs heures en fait pour passer l'ouvrage. Hop, 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 hop. Il y a un système de détection automatisé de mouvement. La caméra se met en route et on filme. Et ça se passe à côté dans un local spécifique où en fait là on fait effectivement de la capture qui est permanente en fait. C'est toute l'année. Les équipes récupèrent les images et ensuite analysent voilà, l'heure du passage, la taille du poisson, dont son âge. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de leur comportement et de la dynamique de migration qu'ils mettent en place pour aller jusqu'à leur zone de frayère. Non mais c'est un poisson qui est assez incroyable parce qu'effectivement on sent qu'il va tranquillement, qu'il s'économise, c'est la force tranquille, parce qu'il sait qu'il y a de la longueur, il y a de la distance à parcourir et il faut économiser son énergie. Et ça se sent dans sa nage, c'est une nage qui est vraiment toute paisible. Les saumons en fait viennent s'alimenter au niveau du Groenland pour la croissance en mer, donc entre 1 et 3 ans, font ensuite presque 7500 km pour rejoindre la France. Et puis l'histoire n'est pas finie puisqu'ensuite ils vont rentrer en rivière et sur la Loire ils doivent parcourir jusqu'à 750 km, 800 km pour atteindre leurs zones de frayère qui sont le plus en amont des bassins versants dans les zones fraîches. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le temps qu'ils perdent à franchir un obstacle, ça s'accumule tout au long de leur parcours et ces poissons font une course contre la montre. Ils doivent absolument arriver dans les zones les plus fraîches, en amont des rivières, avant l'été. C'est-à-dire que si les poissons restent là ou s'arrêtent là avant l'été, ils ne passeront pas l'été. La température de l'eau est au-dessus de 25 degrés, voire au-dessus de 27 degrés. C'est beaucoup trop chaud pour eux et donc ils meurent à cet endroit-là.
Le premier élément essentiel qui a joué sur la diminution des populations de poissons migrateurs, c'est la mise en place de barrages, de grands barrages. Ensuite, l'urbanisation, l'industrialisation, donc la baisse de la qualité de l'eau, à la fois avec des produits polluants, mais aussi une quantité d'oxygène qui diminuait, l'utilisation des graviers pour les routes, où automatiquement on a détruit le substrat. Alors, le substrat est très important pour le saumon, pour la truite, pour les aloses, pour pouvoir se reproduire. Tous ces poissons apportent des éléments de bioindication sur l'état du milieu. Si on prend les lamproies, on sait que par leur cycle de vie, les larves restent dans les fonds pendant 4-5 ans. Et donc c'est un bioindicateur finalement de la qualité du substrat. On ne se rend pas compte de la valeur de la biodiversité et de l'importance de sa fonctionnalité pour maintenir en bon état les écosystèmes. Et je pense que la communauté de poissons migrateurs est un patrimoine qui est absolument inestimable et qu'il faut pouvoir conserver à travers les générations. Si on veut parler de l'anguille et de son cycle, on a un cycle très long, entre 9 et 12 ans avant que l'anguille reparte à la mer pour se reproduire. Donc c'est effectivement la particularité de cette espèce qui vient en rivière pour grossir, alors que d'autres espèces viennent de la mer pour aller se reproduire en rivière, grossir et repartir à la mer. Et ensuite, il faut imaginer ces bébés anguilles, puisque ce sont même des larves, qui vont venir de la mer pour revenir dans nos cours d'eau et qui vont se retrouver effectivement en grande difficulté, alors qu'elles vont avoir dépensé une énergie folle pour pouvoir ne serait-ce que déjà venir de la mer et arriver en rivière et buter sur des ouvrages qui ne sont pas du tout aménagés, et mourir tout simplement au pied des ouvrages. Situé sur la Sarthe, cet ouvrage n'est qu'un exemple parmi des milliers. Il incarne toute la problématique de la continuité écologique et la faillite de l'État. Malgré des obligations réglementaires anciennes, aucun travaux n'ont été entrepris pour permettre la libre circulation des poissons et des sédiments. Alors cet ouvrage, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est un ancien ouvrage de navigation qui a été d'abord surélevé. Donc aujourd'hui cet ouvrage est équipé d'une centrale hydroélectrique pour laquelle 3 turbines ont été aménagées dans les années 70 et qui aurait dû, dans le meilleur des cas, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on suit cet ouvrage, être mis en conformité depuis 10 ans. L'ouvrage n'est pas franchissable pour les petites anguillettes qui viennent de la mer. Et les anguilles, le peu d'anguilles qui restent, donc de géniteurs, qui devraient repartir à la mer pour se reproduire, passent obligatoirement par les turbines, pour finir en chair à turbine. Tout ça. Voilà. La réalité physique et mécanique, elle est là, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre un ouvrage, quel qu'il soit, mais à partir du moment où celui-ci, d'abord, respecte les conditions d'exploitation, respecte les conditions environnementales et respecte les obligations qui sont assignées, notamment en matière de préservation des biodiversités. Quand les anguilles passent dans la turbine là-bas, elles finissent en tronçons de 15-20 cm, et ça ne se voit pas, quoi. L'hydroélectricité, qu'elle soit grande ou petite hydroélectricité, est qualifiée d'énergie verte. Elle n'a de vert que parce qu'elle utilise un élément naturel qui est l'eau. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas sans impact. C'est des poissons qui disparaissent. Et en plus, c'est pire et dramatique quand ce sont des poissons qui vont se reproduire. Là, la reproduction, elle est nulle. On ne nous entend pas, on ne veut pas nous écouter parce que derrière, il y a des intérêts particuliers, des intérêts financiers, parce qu'il faut aussi le dire. La biodiversité, on est prêt à la sacrifier sur l'autel du bénéfice économique. Aujourd'hui, nous avons besoin que cette continuité écologique soit appliquée dans sa rigueur la plus totale. C'est extrêmement important et heureusement, je dis bien heureusement que les pêcheurs sont là. Il n'y a pas une fédération, il n'y a pas un département, il n'y a pas une APPMA, parce qu'il y a des associations locales aussi, qui ont les mains dans le cambouis, qui ont les pieds dans l'eau, et qui se battent pour effectivement que les choses avancent dans ce domaine. Alors il faut savoir effectivement qu'aujourd'hui l'exploitation de la pêche de la civelle, donc de la petite anguille, en fait est gérée par des quotas. Ces quotas ont été introduits dans le cadre du plan européen, sur la protection ou la sauvegarde de l'anguille. Et pourquoi on attaque aujourd'hui ces quotas français? C'est qu'en fait, la communauté scientifique nous dit qu'il faut absolument être sur des quotas inférieurs.
Or, l'État continue à maintenir des niveaux de quotas et de pêche qui sont, je dirais, plus supportables par l'espèce, parce qu'on constate en plus graduellement chaque année que les stocks s'effondrent, tout simplement. Alors, notre objectif, c'est aussi de pousser le gouvernement et les décideurs à prendre les mesures nécessaires avant justement qu'il ne soit trop tard. Et c'est pour cela que nous avons proposé, nous avons demandé aux institutions de prendre un moratoire concernant l'anguille en particulier, de toutes les pêches, à la fois la pêche professionnelle et la pêche de loisirs pour une durée de 5 ans. C'est de notre point de vue le seul moyen de sauvegarder cette espèce migratrice qu'est l'anguille. Le braconnage sur la civelle a toujours existé. Il y a une demande très forte, et cette demande très forte, notamment à l'international, fait que le braconnage s'est renforcé, s'est même, je dirais, professionnalisé, et quelquefois, hélas aussi, on trouve des professionnels impliqués dans ces filières. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir au titre de la biodiversité une police efficace, il faut qu'on y mette les moyens et il faut que l'État mette les moyens. Seul migrateur endémique du bassin méditerranéen, l'alose de Méditerranée a la capacité de venir se reproduire plusieurs fois en rivière. Contrairement au saumon, elle ne cherche pas sa rivière natale, mais peut remonter n'importe quel fleuve côtier. Elle souffre tout autant de la multiplication des obstacles sur ses parcours, notamment pour atteindre les zones les plus favorables à sa reproduction. Les aloses, par instinct, remontent les cours d'eau pour pouvoir atteindre des secteurs qu'elles jugent favorables pour pouvoir se reproduire. Et c'est vrai que sur la plupart des cours d'eau, en Rhône Méditerranée, les secteurs les plus favorables pour la reproduction ne sont pas accessibles. Dans ce cas-là, les géniteurs n'ont d'autre choix que de se reproduire sur des secteurs dits de substitution. Donc on a une qualité de reproduction qui est moindre par rapport à une filière naturelle. Et aujourd'hui, l'état de la population d'aloses, il est plutôt alarmant. On va au bord des cours d'eau, à la rencontre des pêcheurs, pour leur parler de notre action, de nos suivis, et de tout l'intérêt qu'il y a à remonter des informations sur la migration des aloses. L'association Migrateurs en Méditerranée a mis en place le suivi de la pêcherie et donc par l'intermédiaire des carnets de pêche en 1997. C'est l'un des premiers suivis qui a été mis en place sur le bassin du Rhône. Alors sur ce carnet, on demande aux pêcheurs de renseigner essentiellement leur capture, également l'effort de pêche, c'est-à-dire le temps de pêche qui est affecté à chaque sortie. Et ce qui est important, c'est qu'ils puissent renseigner également quand il n'y a pas de capture. C'est-à-dire que le résultat zéro est un résultat d'un point de vue scientifique. Ça nous permet de comprendre jusqu'où remontent les aloses une saison donnée, et puis également quels sont les affluents, les principaux affluents qui sont colonisés. Donc on les sensibilise aussi à la problématique et les enjeux relatifs à l'alose, à la migration de l'alose, et puis également à l'importance qu'il joue sur la remontée d'informations et l'analyse du comportement de ce poisson migrateur. C'est vrai qu'on a tendance à rappeler, ce qui est une vérité, que les pêcheurs sont en premier lieu des sentinelles de rivière. Il y a 8 associations migrateurs réparties sur les 6 grands bassins hydrographiques et également en sous-bassins qui ont des actions sur les milieux aquatiques et notamment sur l'ensemble des espèces migratrices. Avec des actions sur le terrain, notamment des actions de restauration, sur la continuité écologique, l'effacement des seuils, la mise en place d'aménagements, notamment les passes à poissons, le maintien et le développement des habitats et des zones de frayère, le suivi technique des populations. Mais la FNPF consacre aussi des moyens financiers importants, autour de 2 millions d'euros, qui sont consacrés uniquement à la politique des migrateurs. Sur le bassin Garonne-Dordogne, c'est une opération d'urgence hors norme qui a été mise sur pied en 1997 pour sauver les derniers spécimens du plus grand de nos migrateurs,
l'esturgeon européen. Une espèce âgée de plus de 200 millions d'années, victime de la surpêche et des barrages. Les derniers géniteurs sauvages ont été capturés pour assurer une descendance et remettre de jeunes esturgeons dans la rivière. L'association Migado pilote ce programme de la dernière chance. Alors actuellement, on travaille donc sur ce stock de poissons enfermés pour suivre l'évolution en fait de leur croissance et de leur maturation, parce que l'objectif final en fait du programme, c'est réussir à avoir des reproductions assistées pour faire des repeuplements dans le milieu naturel et aider la population à se restaurer. Donc les esturgeons sont élevés dans les conditions les plus proches possibles du milieu naturel. L'espérance de vie en milieu naturel est de 80 à 100 ans. Donc en fait, il faut qu'on travaille et qu'on élève ces poissons pendant au moins 16 ans, 17 ans pour pouvoir espérer avoir une première reproduction. Il y a des signaux très encourageants, puisque quand on travaille avec les pêcheurs professionnels, ils nous déclarent en fait les captures accidentelles. Et là, depuis 2 ans, on a également des informations sur des retours de premiers géniteurs en rivière. Ils se rapprochent des zones de reproduction. Il y a un certain nombre d'endroits où la population est restée. Elle est restée grâce justement à une capacité de résilience forte qui est là comme en attente. À partir du moment où l'on sait que l'on va restaurer le milieu. Restaurer le milieu, c'est sa qualité, c'est restaurer aussi la continuité et permettre aux poissons de monter beaucoup plus haut. Ça fait penser finalement à ce miracle vert dans les déserts, quand il y a les graines qui sont là à attendre pendant des années qu'il y ait la pluie. Et ben, les poissons migrateurs ont aussi cette possibilité-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un impact trop important, qui soit surabondant, et qui fasse que ça annihile complètement la capacité de résilience de ces espèces. Pour illustrer en fait les saumons, souvent on a envie de montrer une rivière avec un poisson qui saute. Mais lorsque nous on les voit sauter en pied d'ouvrage ou sur des obstacles, c'est qu'en fait ça ne se passe pas bien pour eux. Donc nous, notre idée, c'est effectivement de ne plus jamais les voir sauter et de résoudre leurs problèmes pour qu'ils puissent nager jusqu'à bon port. Poutet, c'est un ouvrage qui a été construit dans les années 40 et jusque dans les années 80 ne permettait pas le passage d'aucun poisson en amont de cette zone. Donc ce qui a été acté, c'est une déconstruction de cet ouvrage, une reconstruction et pour assurer la transparence de l'ouvrage, une ouverture de l'ouvrage pendant 91 jours calée en fait sur les périodes migratoires des saumons. Et la zone des frayères de saumon s'est déjà déplacée. Et on a une proportion en amont de l'ouvrage bien plus importante que ce qu'on avait historiquement. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la chaîne qui bénéficie de l'accès aux meilleures zones de production pour l'espèce. Donc on va avoir un gain biologique de manière évidente. Autrefois riche en saumon, le Gave de Pau a vu ses populations s'effondrer. Ici, l'alvinage permet de maintenir une petite population en attendant que payent les efforts menés pour rétablir la continuité écologique. Donc la chronique de l'alvinage sur le saumon du Gave de Pau, ça a commencé déjà par la disparition du saumon sur le Gave de Pau. Et donc c'est à partir de ce moment-là, et à partir surtout des années 70, quand on a vu la régression globale du saumon dans le monde, qui a commencé à avoir une prise de conscience pour tenter de restaurer cette population de saumon sur le Gave de Pau. Il y a eu des premières tentatives d'alvinage, et le gros virage il est pris à partir des années 2000, avec là pour le coup un nombre conséquent d'alevins mis à l'eau chaque année. Donc du coup là ils vont être amenés à déverser à peu près 8000 alevins sur un des accès, sur le Gave de Gavarnie qui est un des principaux affluents du Gave de Pau, sur lequel on démarre la campagne d'alvinage 2022. Alors l'ensemble de la campagne d'alvinage, l'objectif c'est d'en déverser 500 000, c'est un objectif qui est fixé depuis maintenant une dizaine d'années. La suite, si tout se passe bien pour eux, c'est qu'ils vont rester dans le cours d'eau dans lequel on les a introduits environ 1 an en moyenne, puis il va venir le temps de la smoltification, ils vont se préparer pour aller en mer et donc dévaler progressivement pour atteindre l'océan avant de revenir se reproduire dans la rivière dans laquelle ils ont été introduits. Donc ils auront à ce moment-là à peu près 3 ans par rapport à la date à laquelle on les a introduits. Saumon qu'on a introduit aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire sans le monde associatif de la pêche
Aujourd'hui, on est sur des taux de retour entre 1 et 2 pour 1000 de ce qui est alviné, ce qui en fait un des meilleurs taux de retour aujourd'hui en Europe, voire même dans le monde par rapport à notamment ce qui a pu se faire dans le Canada. Et donc, mis bout en bout, aujourd'hui, on considère qu'on a quasiment la moitié des effectifs de saumon qui rentrent sur le gave de Pau qui sont issus d'alvinage. Donc effectivement, on a le sentiment que ce n'est pas que l'alvinage qui fonctionne. Faire de l'alvinage pour de l'alvinage, c'est pas forcément ça qui va servir à quelque chose. Mettre des alevins dans une zone où les géniteurs ne pourront pas accéder après, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment le lien entre la politique de restauration qui a été entreprise sur le gave de Pau depuis pas mal d'années maintenant, sur les ouvrages et l'alvinage et je dirais un plan un peu particulier pour réussir finalement nos objectifs, font que oui, on a le sentiment et on peut même le vérifier en chiffres que ça fonctionne. Je ne pêche que le saumon. Voilà, pour moi, c'est le Graal, c'est le poisson à pêcher. Alors je me souviens de chaque saumon que j'ai pris, parce que j'en ai pas pris beaucoup, et parce que c'est difficile. J'en ai décroché beaucoup, mais tant pis, je continue, c'est un plaisir vraiment, enfin, c'est un bonheur. Mais j'ai l'impression qu'il se mérite et que le fait de faire un beau geste, un beau lancer, une belle dérive avec une jolie mouche, si en plus je lui présente ça comme ça et que j'arrive à l'attraper, je serais fière de moi et je serais heureuse. Le poisson est majestueux, je pense que ça fait partie du jeu du coup de le protéger et si tout le monde y met un petit peu du sien, on peut peut-être réussir à faire quelque chose, quoi. Nous sommes les garants de ce patrimoine exceptionnel et l'avenir des poissons migrateurs passera par l'action forte des pêcheurs.